Dans Folie douce, il est possible que soient abordés des sujets comme la dépression, la drogue, le suicide, les violences sexuelles, même si promis ça sera jamais frontal ou graphique. Si vous, qui écoutez, traversez un moment particulièrement difficile, si la vie vous semble accablante, c'est ok, ça arrive, ça m'est arrivé. Ne restez pas seul. Vous pouvez en parler à votre médecin qui vous orientera vers un professionnel de la santé mentale. Ou alors, appelez le 31 14. Le 31 14. Il y a des gens formés qui vous écouteront avec bienveillance. Voilà, prenez soin de vous et place à Folie douce. Je suis fou! Oh non, pas ça. Leave Benny alone! Please! Pas la salpêtrière. Mais tu m'as tout volé! Tout! Non, pas ça. Non. I say put mental health first. Je ne suis pas folle, vous savez. Calmez-vous. Je me calme si je veux. The more insecure I felt, the more I drink. Écoute Benoît, les piscines c'est pour les enfants. Normalement tu devrais aimer aller à la piscine. Tu comprends? Mais tu sais ce que t'es? T'es le roi des cons au pays des emmerdeurs. I am black and a woman and I'm not angry at all. Hell, I'm pissed the fuck off. I'm mad as hell. Connard! Connard! C'est des cris qui n'ont laissé derrière eux aucune mémoire. Ici Folie douce, le podcast qui libère la parole sur la santé mentale. À commencer par la mienne. C'est hyper beau, ça va être trop bien. Je cultive ma gratitude. Gratitude, gratitude, ouais. Gratitude, gratitude, gratitude. La gratitude, attitude. Ta gueule, Laurel, putain. Ici Folie douce, avec Chloé Delhomme. L'écriture et la vie, c'est trop lié, je peux pas faire autrement, ça relève de l'hygiène mentale. Je sais même pas si ça enregistre. Je vais interviewer Chloé Delhomme pour le premier épisode de Folie douce, mon nouveau podcast sur la santé mentale. Et je suis extrêmement stressée. Ça fait plus de 7 ans aujourd'hui que je fais des podcasts. Et c'est la première fois depuis très longtemps que je suis très franchement anxieuse à l'approche d'un enregistrement. Parce que je fais les choses différemment. Parce que on n'est pas en studio, on va être chez elle. Elle m'a envoyé un mail absolument légendaire m'expliquant que son chat, sa chatte, nommée Perdition, risque de perturber l'enregistrement par des miaulements ou par des irruptions intempestives sur la table basse où nous aurons posé les micros. Voilà. J'arrive au but de Chaumont. On n'est toujours pas en retard. J'ai rendez-vous dans 6 minutes. Je suis pas loin. Chloé Delhomme, est-ce que vous la connaissez? Je ne sais pas si vous la connaissez. Je pense que vous la connaissez. C'est une écrivaine. Elle a écrit beaucoup de livres. Elle a dû en écrire, je crois, une trentaine. Et elle a beaucoup pratiqué l'autofiction. Surtout dans les premières années de sa carrière d'écrivaine. Elle a une façon d'écrire que moi j'adore. Elle écrit en vers blanc en fait. Il y a des octosyllabes et des alexandrins planqués dans ses phrases. D'ailleurs, quand je la lis, ça me fait ça aussi. Je me mets à parler en phrases de 12 pieds, avec des rimes internes. Ce sont donc des perruches, mais vraiment, vert, fluo. Incroyable. Bon, Chloé a toujours été une meuf plutôt vénère, plutôt féministe, mais elle s'est vraiment inscrite dans la révolution féministe, dans la révolution MeToo, comme on dit, quand elle a publié Les Sorcières de la République, qui est une espèce de dystopie assez géniale, où elle imagine une dictature féministe qui serait menée sous l'égide des déesses grecques. Ensuite, elle a publié Mes bien chères sœurs, un essai sur la sororité,
qui a dû sortir en 2020, peut-être 2019. Ensuite, elle a publié Le cœur synthétique, qui raconte le célibat, passer 40 ans quand on est une meuf. Super bouquin, hilarant, qui parle aussi vachement d'amitié entre femmes. J'avais beaucoup aimé ce bouquin. Et là, tout récemment, elle a publié Pauvre folle. Bon, vous me voyez venir. Chloé Delhomme, elle a toujours été assez transparente sur ses diagnostics psychiatriques, même si ça passe souvent par ses personnages, par des doubles, qui s'appellent souvent Clotilde, et qu'elle invente dans ses livres. Chloé Delhomme, elle a vécu un traumatisme assez colossal dans son enfance, dont je pense qu'on va parler ensemble là dans quelques minutes, parce que c'est un sujet passionnant qu'elle traite d'une façon assez déroutante. Robert le savait que c'était aujourd'hui qu'elle le faisait. Il savait pas où. Dommage. Ça jouait à la pétanque, j'ai essayé de choper le son d'une boule de pétanque qui cogne, mais il n'a pas fait de carreau, le monsieur, il était déçu. Alors que pourtant j'ai senti qu'il se mettait la pression. Bonjour. Non, c'est pas une glace, c'est un micro. Harcèlement sexuel dans l'espace public, évidemment. Bon, j'approche du but. Je suis pas si en retard que ça. Ça, c'est sa rue. Merci Chloé. Escalier, ascenseur, escalier. Chloé Delhomme a décidé, dans son dernier ouvrage, Pauvre folle, de retourner le stigmate, comme j'ai choisi de le faire dans le titre de ce podcast. Je coupe la musique. Alors, à la fin du morceau, voilà. N'est-ce pas Marie? Voilà, est-ce que je peux fumer? Tu peux totalement fumer. Alors, on va préparer ça. Et... Alors, c'est un nouveau podcast. Je voudrais vous lire un petit passage de Pauvre folle. Là, la narratrice est dans un train. Elle est seule, place 96-97. Aussi peut-elle prendre ses aises. L'autopsie, mine de rien, ça se pratique en silence, mais ça en fout partout. La voilà qui sort de son sac en cuir gros grain argenté, sa trousse de maquillage pour y chercher son peigne. Elle le lisse à coups secs son carré, son rythme cardiaque s'accélère. Elle dépose au creux de sa paume gauche 3 gouttes de gel hydroalcoolique, puis se frotte vigoureusement les mains. Ensuite, elle écarte ses cheveux et pioche au fond de son crâne ses souvenirs un à un, les étale sur la tablette du train, devant elle, avec 1000 précautions, avant de les observer. Commençons. Allons-y. J'ai fait l'introduction dans la rue. Nouveauté. Ah. Voilà. Chloé, comment ça va aujourd'hui ? Ça va, c'est un peu flottant, comme souvent au mi-saison ou en hiver. Question de cycle. C'est flottant, mais ça va. Et toi ? Moi, c'est un peu stressé. Le début d'un nouveau cycle, vraiment très palpable. Je vacille un tout petit peu. Moi qui me croyais hyper solide, là, ces derniers temps, je fais « Oups là, attends. » C'est la transition. Ouais. On n'est jamais ancré pendant les transitions. Ouais, c'est ça, c'est ouais, la transition. Je pense. On est entre deux wagons un peu. L'amorce d'un cycle, c'est jamais net. Il y a que
éventuellement les ruptures sentimentales ou les licenciements qui font qu'il y a une rupture sèche, un changement de cycle existentiel, on est toujours légèrement à cheval jusqu'au moment où on se rend compte que ça y est, c'est fini. On maîtrise jamais la temporalité, je crois. Ouais, c'est très juste. En plus, c'est la nouvelle lune. Oui, mais il faut en profiter, du coup, pour investir la fin de la transition et l'accélérer peut-être. Bah, c'est ce que je suis en train de faire. Là, je commence littéralement ce nouveau cycle avec toi. Ah, bah voilà. Je pouvais pas le commencer avec quelqu'un d'autre que toi. Tu es une sorcière. Exactement. Je suis allée dans le vif du sujet directement. T'es forte, toi, pour identifier tes émotions, pour arriver à dire là, j'ai peur, là, je suis triste, là, je suis joyeuse. Ouais, je crois. Mais je pratique de l'autopsie depuis très longtemps. Et je suis obligée d'être excessivement à l'écoute et d'être assez rapide pour identifier parce que sinon ça peut basculer dans un état légèrement psychotique rapidement dans ces cas-là. Je peux pas laisser s'installer un état que j'ai pas identifié et il faut que je neutralise mes états le plus souvent possible. Donc ouais, j'identifie assez rapidement. Et au pire, je tiens un colloque. Et là, on identifie ensemble ce qu'il y a pourquoi est-ce qu'il y a cette sensation de tristesse, par exemple. Bah, je décompose les secteurs en personnalités et on tient le colloque et là, on voit que le point de frustration, il se trouve dans tel domaine. Voilà, ça va plus vite. T'as maîtrisé l'art de regarder à l'intérieur de ton cerveau, en fait, maintenant. Un petit peu, ouais, un petit peu. C'est beaucoup ce que tu décris dans ton dernier livre, dans Pauvre folle. Très concrètement, on te voit en train de décortiquer des petits bouts de ton cerveau et d'essayer d'en faire un puzzle cohérent. Ouais, c'est tout à fait ça. C'est vraiment assez permanent. Mais c'est nécessaire parce que encore une fois, il y a les états limites qui rôdent, donc je suis obligée d'être excessivement vigilante. Et donc, du coup, très auto-centrée quelque part, mais pour des raisons psychiques, en fait. Ce mot d'autopsie, tu l'as employé très tôt dans ton travail d'écriture. Ouais. Dès que tu as commencé l'autofiction, ouais. Tout le monde comprend le jeu de mots. Ouais. Comment il t'est venu ? Qu'est-ce que tu voulais dire par là ? C'était pour résoudre dans le Cri du Sablier, donc ouais, on est carrément en 2001, quoi. Tout n'était qu'autopsie. Je me souviens que il y a un dialogue entre le psy et mon double. Et pour conclure, tout n'était qu'autopsie. C'était une façon de dire que de toute façon l'autofiction avait fait le boulot, quoi. D'auto-analyse. Avec le côté aussi, évidemment, du jeu de mots de l'autopsie avec IE, du cadavre de quelque chose qu'on va analyser. Ouais. Et en fait, le Cri du Sablier, c'est le premier texte, en tout cas le premier qui retentit assez fort, où tu racontes le traumatisme originel de ton enfance. Et ce que je trouve en fait assez fascinant dans ton travail, c'est que ce traumatisme-là, donc le meurtre de ta mère par ton père sous tes yeux, suivi du suicide de ton père, tu le racontes dans énormément de tes livres, quasiment une dizaine si j'ai bien compté, peut-être même plus. Et je me suis demandé si c'était pas un petit peu comme de l'EMDR. Tu sais, cette idée de... en fait, on répète tout le temps le trauma pour à un moment donné aller le ranger dans une case de cerveau où c'est plus un trauma. Alors, l'EMDR, ça veut dire intégration neuro-émotionnelle par les mouvements oculaires. C'est une thérapie qui est souvent recommandée à des personnes qui souffrent de stress, de dépression ou d'anxiété post-traumatique. Moi, je l'ai fait. Ça m'a aidée. Mais j'arrivais pas à bouger les yeux. Du coup, la psy me tapait sur les genoux à la place. Je sais pas si ça... C'est pas bête hein, comme idée. Surtout que le MDR... je veux pas m'y confronter de peur que ça me perturbe justement l'écriture en enlevant le trauma. Et ouais. Je préfère garder ma souffrance parce qu'elle est moteur en fait. Et plutôt que de prendre le risque que l'écriture parte, et il n'y a pas un psychiatre qui a pu me certifier que le MDR modifierait pas l'écriture. L'écriture a été modifiée à la prise de mon stabilisateur déjà.
Je faisais plus de taquinésie. Je pensais plus hyper vite dans ma tête et du coup, mon écriture était moins expérimentale par choix aussi, parce qu'au bout d'un moment, on va pas tout le temps faire la même chose. Mais le phrasé pourrait, sans être expérimental, être aussi parfois très très scandé, rapide. Les phrases sont beaucoup plus amples maintenant. Et ça date d'il y a combien de temps? Donc en fait, quand tu dis un stabilisateur, c'est un médicament, une C'est molécule? la Abilify, c'est un antipsychotique, mais qu'on donne aux bipolaires pour les stabiliser à la place du lithium, en somme. Hein. Il y a plusieurs types de traitements. Et aussi à certaines formes de schizophrénie, parce que ça empêche la déréalisation et la notice est très très drôle. Tu veux la notice? Ah, je veux tellement la notice. Elle est géniale, la notice de la Abilify. Je veux vraiment la lire. Parce qu'elle est littéraire. De l'autre côté, attends, je sais que... Je te tiens le micro pendant que tu lis. Alors, je ne retrouve pas... Est-ce que parce que c'est du générique? Voilà. Classe de médicaments appelés antipsychotiques. Il est utilisé chez les adultes et les adolescents âgés de 15 ans et plus pour traiter une maladie caractérisée par des symptômes tels que le fait d'entendre, de voir ou de sentir des choses qui n'existent pas, d'avoir une suspicion inhabituelle, des croyances erronées, un discours et un comportement incohérent et un retrait affectif et social. Les personnes qui présentent cette maladie peuvent également se sentir déprimées, coupables, anxieuses ou tendues. Après, il précise pour les phases maniaques, du coup, évidemment, il est utilisé aussi chez les adultes âgés de plus de et les enfants âgés de plus, les adolescents, pardon, est également utilisé chez les adultes et les adolescents âgés de 13 ans ou plus, pour traiter des symptômes de type sentiment d'euphorie, une énergie excessive, une diminution du besoin de sommeil, le fait de parler trop vite avec une accélération des idées et parfois une irritabilité sévère. Chez l'adulte, il prévient également la survenue de ces symptômes chez les patients. Bon, ça, c'est pas intéressant la fin. Voilà. Mais là, c'est le générique, mais dans mes souvenirs, c'est encore plus joli la façon dont, on va pas dire, c'est... Alors, il précise antipsychotique, mais au cas où le patient lise la notice, on va pas lui dire bipolarité ou schizophrénie, on va dire les symptômes gentiment. Croyances erronées. Croyances erronées, bah, c'est fou. C'est en fait le médicament qui permet de ramener au réel. Oui, mais en même temps, au sens propre. Parce que moi, dans mes symptômes, j'ai de la déréalisation pour de vrai. Donc, c'est vrai que quand je lis la notice, si je suis au courant de rien, je me dis, ah oui, bah ça, c'est adapté, en somme. Et ça l'est vraiment. Ouais. J'ai eu la chance, après une très très longue errance médicale, mais les bipolaires, à l'époque où j'ai été diagnostiquée, la moyenne nationale était de 8 ans d'errance avant qu'on mette le... Les bipolaires sont infiniment plus cernés aujourd'hui. Enfin, je veux dire cernés. Les gens se sentent peut-être du coup, eux, cernés par les bipolaires. C'est diagnostiqué beaucoup plus aisément maintenant, la bipolarité. Toi, t'as été diagnostiquée à quel âge? Je crois que j'avais 28... Ouais, je devais avoir 28 ans. Et tu te souviens du jour où on t'a posé ton diagnostic? Oui, bah c'est Marie-Noël Vacheron, le docteur Vacheron à Sainte-Anne, qui m'a vraiment sauvé la vie, quoi. Parce que c'est la première qui a... On a tâtonné un peu, elle a hésité avec le diagnostic de borderline au début. Et assez rapidement, une fois entre ses patounes, on s'est rendu compte que c'était ça le diagnostic, et ça a été un vrai soulagement. Parce que ça expliquait tout, en fait. Un soulagement tout de suite? Il n'y a pas un moment aussi de choc ou de... Je pense que le choc est peut-être pour l'appellation de schizophrène. Dans l'imaginaire collectif, il y a quelque chose de plus dur par rapport au regard qu'on pose dessus. Et un schizophrène sait que la pathologie va être terriblement envahissante.
Et peut-être plus stigmatisé socialement. C'est plus stigmatisé socialement et il y a aussi un côté un peu maudit en mon cerveau pour le schizophrène. Parce que les médicaments vont calmer les voix, mais les médicaments vont aussi rendre apathique à d'autres endroits et les décompensations sont beaucoup plus sévères. On sait qu'on a affaire à une pathologie plus lourde et donc je pense qu'on est plus accablé, plus abattu peut-être quand on a cette nouvelle. Je dis ça en connaissance d'amis à qui c'est arrivé. Bipolaire, non. Il y a après, bon, bien sûr, moi j'avais pas le regard ni familial, ni social, ni être entouré de gens. J'en ai rencontré plein dans ma vie sur. Bah oui, tout le monde a des hauts et des bas. Ouais. Et c'est genre de merveille, comme quand on voit quelqu'un qui est dépressif au dernier degré, au bord de se taper un bon raptus suicidaire, qu'on lui dit mais il faut te sortir les doigts du cul, chérie. Voilà, ce genre de manque d'empathie et de réflexion minimale. Mais non, moi ça m'a fait du bien de savoir que c'était pas c'était pas qu'une question de caractère instable. Ouais. Le trouble bipolaire est une pathologie qui se caractérise par des fluctuations fortes de l'humeur. Alors on parle pas de haut et de bas, comme tout le monde en connaît. On parle de périodes de grande excitation, appelées phase maniaque, et de périodes de grave dépression, avec possiblement des moments neutres entre les deux. Avant, on disait maniaco-dépressif. 1 à 2,5% des Français sont concernés. Généralement, les personnes consultent en phase de dépression, ce qui peut rendre le trouble difficile à détecter. Comme pour les autres pathologies psychiques, les professionnels de la santé mentale le diagnostiquent en identifiant un certain nombre de symptômes chez leurs patients. Et une question de trauma aussi, parce que c'est ça qui est intéressant à démêler quand on est à la fois concerné par ce genre de diagnostic psychiatrique, médical, mais qu'on a aussi vécu un événement qui chamboule évidemment complètement le cerveau. T'as cherché à démêler ce qui était... On sait que, en fait, j'étais traitée pour des dépressions post-traumatiques jusqu'à ce qu'on comprenne que j'étais bipolaire. On sait que la bipolarité, il y a 2 facteurs. Il y a le terrain pathogène. En ayant gratté dans mes souvenirs, on a reconstruit le fait que ma mère était très très dépressive et mon père était probablement psychotique par ailleurs, mais je veux pas trop aller dans ma boulerie de papa parce que ça excuse trop le féminicide derrière, et pour moi ce féminicide s'inscrit dans le « elle m'appartient » parce que c'était ça le geste, et si le passage à l'acte a été lié à une facilité de par la maboulerie de passer à l'acte, c'est pas une excuse parce que le geste était un geste de possession, donc pour moi c'est réglé. Mais en tout cas, j'avais le terrain pathogène, plus on sait aussi dans la petite enfance, la famille était dysfonctionnelle bien avant, donc de toute façon, le terrain était pathogène. Et en plus, à 10 ans, plouc. Donc évidemment, ça fait archi pathogène. Donc je les ai un peu accumulés pour échapper à une pathologie. Il fallait peut-être se lever autrement et de plus bonne heure, je pense. T'as parlé de déréalisation. Je crois que aussi, après cet événement traumatique, comme beaucoup de personnes traumatisées, moi c'est quelque chose que j'ai vécu aussi, t'étais dissocié. Ouais. Ça peut durer longtemps, ça peut durer une vie. Et je trouve ça aussi intéressant que dans tes livres, enfin évidemment ce qui est passionnant à explorer avec toi, et on a commencé l'entretien comme ça, c'est comment l'écriture, la littérature vient répondre en permanence à tout ça. Et dans tes livres, t'as toujours un double. C'est Clotilde qui prend des visages un peu différents, mais bon, on retrouve quand même toujours ses traits. Tu dis c'est moi en pire. Ouais. C'est marrant quand même pour une personne bipolaire de se créer un double dans ses bouquins. Bipolaire à tendance psychotique. Soyons précis. Oui, l'autofiction a parfaitement répondu à ce besoin-là, c'est-à-dire que la littérature, moi, m'a sauvée, vraiment. Et petite, par le côté évasion à 2 balles dont on rabat les oreilles des collégiens, mais effectivement, je me barrais
je me barrais déjà dans les petites filles modèles après la torgnole ou pour me remettre. Et après, la pratique m'a permis de coaguler les mois qui étaient éparpillés. Ça m'a permis de... Je raconte toujours le trauma, effectivement, et c'est aussi parce que il y a le côté nommer l'indicible réel, quoi. Le réel échappe toujours encore tellement c'est invraisemblable, et du coup je crois que j'essaye de le coincer en le racontant de façon différente à chaque fois. Et puis il y a aussi le fait que ça s'appelait pas un féminicide avant 2015, et donc du coup ça change l'optique aussi dans ma façon de percevoir. Dans le cri du sablier, je suis pas dans les violences systémiques. Je suis dans Papa Ingrat. Et du coup, je sais pas, ça fait corps avec ce qui se passe dans l'ère du post-MeToo aussi, quoi. Du coup, c'est en résonance directe. J'avais envie de vous lire aussi un court extrait du Cri du sablier, un des tout premiers livres de Chloé Delhomme. Maman se meurt, première personne. Elle disait malaxer la farine avec 3 œufs dedans et un yaourt nature. Papa l'a tuée, deuxième personne. Infinitif et radical. Chloé se tait, troisième personne. Elle ne parlera plus qu'au futur antérieur. Car quand s'exécuta enfin le parricide, il fut trop imparfait pour ne pas la marquer. Je me souviens, je t'ai interviewée dans La Poudre, je crois que c'était 2018. Ouais. Et même à l'époque, t'employais uxoricide. Ouais. Le mot féminicide commençait à se frayer un chemin dans les médias, mais c'était encore un combat féministe de faire reconnaître. Et puis pour faire résonner avec moi mon vécu, moi, ma sœur, qui a été assassinée par un gars qui l'a harcelée en 2005, moi, j'ai réalisé en 2018-19 que c'était systémique, que c'était politique, que c'était pas un fait divers, que c'était pas un pas de bol ou l'acharnement du destin contre elle ou moi ou je ne sais quoi. Ouais. C'est incroyable en fait le chemin qu'on peut faire aussi à sortir de des trajectoires individuelles pour rentrer dans la trajectoire on s'en sent dépossédé aussi de la trajectoire individuelle sur le moment. Et puis j'avais l'impression que le terme de féminicide était trop large. Et alors que c'est le contraire, c'est une stat qui doit venir grossir le rang des sacrifiés, quoi. Mais ça a été un cheminement, en fait, vraiment. Puis c'est vrai que quand on n'a pas le mot, encore une fois, ça n'existe pas. Donc on se débrouille comment, quoi. On se débrouille. On se débrouille. Ouais. Nous, on a la ref, on espère que vous l'avez aussi. Mais comment on se débrouille? Non, ça, je peux pas me résoudre à ça. Ce que je trouve aussi hyper intéressant, alors tu as expliqué tout à l'heure que voilà, certains médicaments stabilisateurs ont probablement modifié ton écriture, mais il y a aussi, je pense, une maturité, toi, dans ton approche littéraire, où au tout début, ton écriture, elle était très expérimentale. Oui. Tu participais à tout un tas de laboratoires, d'ateliers qui fascinent aujourd'hui les étudiants en littérature. Il y a des thèses qui sont faites sur tes premiers textes, parce que c'était vraiment prendre des bouts de littérature ailleurs, retravailler autour, et tes premiers livres sont parfois un peu cryptiques en fait. Oui. Une personne qui est pas habituée à la littérature peut l'ouvrir, vous lire 3 pages, enfin c'est pas du tout pour moi. Et je t'ai entendu dire dans un podcast que tu cherchais par là à écarter de ton œuvre les curieux, les voyeurs, ceux qui allaient être là pour le croustillant du fait divers, bien glauque. Et je trouve ça, c'est quelque chose qui résonne aussi fort, cette espèce de volonté de pas avoir envie qu'on aille transformer le drame qui concerne ta famille, ta vie, en un sujet de affaire sensible, quoi. Exactement. Ouais, c'était vraiment une volonté de tenir à distance les lecteurs qui étaient là pour de mauvaises raisons. Après, je suis toujours très attachée à la chapelle esthétique, hein. Mais disons que faire passer l'expérimentation de la langue avant
le propos, déjà, à la base, c'était la règle du jeu, et en plus, certainement pas donner en pâture. Enfin, l'autofiction, c'est pas du témoignage, quoi. Donc, il y a un travail, il y a un travail de transformation par la langue. Et je faisais de la littérature, je faisais pas un témoignage sur la survivante d'un féminicide, quoi. Et je voulais certainement pas qu'il y ait la moindre ambiguïté là-dessus. Et ça s'est relâché avec le temps. Avec le temps, il y a eu l'idée que je voulais communiquer, le terme horrible, le verbe le plus dégueulasse de la planète. Non, je voulais faire collectif. Je voulais participer, je voulais donner des outils aussi. Je voulais plus être dans mon coin. Et disons que le féminisme actif fait que j'ai un peu... je suis sortie du labo à ce moment-là, en fait. Parce que d'abord, le labo pour le labo, je commençais à avoir vraiment fait le tour. En avril, c'est mon 30e bouquin qui sort. C'est le 30e. Mais ouais, donc même si on a des tout petits dedans, c'est normal aussi que au bout d'une vingtaine ou de 24, 25, je me dise, bon, bah voilà, j'ai fait plein de formes bizarroïdes, je fais toujours ce que je veux, super, mais qu'est-ce que je veux maintenant, à part des formes bizarroïdes? Faut peut-être faire un truc qui fait pas que avancer la cause des formes bizarroïdes en France, quoi. Donc du coup, ouais, je me suis plus glissée sur des problématiques de meufs, ouais. Ouais. C'est les sorcières de la République qui marquent le basculement. C'est vraiment. les sorcières, le basculement. Il y a toute une série de performances pendant 1 an et demi avant, autour du Parti du Cercle, où là, il y a des interrogations sur magie et politique, et du coup des interrogations un peu frontales sur comment est-ce qu'on s'inscrit en tant que femme aujourd'hui. Et puis après, il y a les sorcières. Ouais. Après, il y a mes bien chères sœurs. Et le cœur et pauvre folle. Donc on est dans... Il y a un changement quand même. C'est plus fluide aussi au niveau de la langue. Je m'essaye plus au roman, ouais. En fait. Ouais. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que tu avais dit que tu mettrais de côté de l'autofiction. Je me rappelle à l'époque où Les Sorcières sortaient, tu disais, ça y est, maintenant je fais de la fiction, je fais du roman, c'est fini, j'arrête de me décortiquer l'intérieur. Cut. 4 ans plus tard, te revoilà dans Pauvre folle. Bah ouais, incapable en fait. C'est mon ADN et c'est ma façon de... L'écriture et la vie, c'est trop lié, je peux pas faire autrement, ça relève de l'hygiène mentale. Alors ce bruit insensé qu'on entend n'est pas un enfant enfermé dans mon placard que je vais manger au petit déjeuner, mais la jeune perdition de l'homme, siamoise de son état, qui se tait, évidemment, dès qu'on en parle. Incroyable. Qui cogne à la vitre du salon pour rentrer. C'est fabuleux. Tu m'avais envoyé un mail tellement légendaire pour m'annoncer sa présence. J'étais préparée psychologiquement. Voilà. Je ne suis pas du tout surprise. Ça m'amène en fait au cœur du sujet, c'est pour ça que je suis là, Chloé. Je voulais pas commencer ailleurs que chez toi cette nouvelle aventure de Folie Douce, parce que t'es à la fois la grande prêtresse du féminisme et de la misandrie, on va pas se mentir, et t'es aussi la grande prêtresse de la folie. Moi, quand j'ai reçu Pauvre folle, ça m'a aussi tellement... j'étais heureuse parce que j'étais en train d'arriver là, c'est-à-dire que moi, mon parcours féministe m'amène à la santé mentale. C'est-à-dire qu'en fait, je suis pas du tout en train de changer mon fusil d'épaule ou de me dire que je change de sujet ou ça m'intéresse plus le genre, maintenant vive la psychologie. C'est juste que j'ai l'impression que c'est le prolongement logique des choses. Ouais. Et j'ai l'impression que t'as fait le même cheminement. Et même si t'as exploré le thème de la folie dans tes précédents livres, même si t'avais toujours été assez ouverte sur ton diagnostic psychiatrique, là, c'est la première fois où j'ai l'impression que t'es là, genre, ok, disons les choses, pauvre folle, let's go. C'est quoi le lien entre le féminisme et la folie? Peut-être que c'est l'empathie. Peut-être que c'est l'empathie, je sais pas, j'y ai jamais réfléchi. Dans les deux cas, on a besoin de l'empathie et ça génère dans la santé mentale déficiente génère pas d'empathie puisqu'il y a des pathologies où l'empathie est absente chez le sujet, mais
Je sais pas, c'est compliqué. Disons que peut-être c'est aussi une question de prendre en compte la souffrance de... Je sais pas... La domination masculine et le patriarcat étant aux commandes depuis toujours, on peut aussi se demander si l'approche de la psychiatrie aurait pas été différente si, au lieu d'être chez Charcot, les femmes avaient eu les blouses blanches. Je pense que la santé mentale est la grande question qui s'impose effectivement, tout en lâchant rien du côté de la révolution violette, ça va de soi. En fait, là, en 2009, j'ai écrit un texte qui s'appelle État de matin, midi et soir, qui est sur la pulsion suicidaire. Et à l'époque, une personne se suicidait toutes les 50 minutes. Et mon texte était fait pour être sur scène, c'était un monologue 50 minutes. Là, je voudrais le faire rééditer en poche. Et j'ai découvert que c'est toutes les 40 minutes maintenant qu'il y a un suicide en France. Donc en 2009, 2024, je présume, au moment de la diffusion de ce podcast, ben voilà, nous avons 10 minutes. Un suicide de plus toutes les 10 minutes. C'est hyper inquiétant. Ça veut dire que les jeunes, avec l'éco-anxiété et la crise et tout le reste, ont grossi les rangs. Là où ça se ratait avant, ça se rate plus aujourd'hui. Parce que là, je parle de suicide effectif. Je parle de gens qui passent. Pas de tentative. Pas de tentative. Les tentatives sont incalculables, en fait. C'est compliqué. Là, ça devient compliqué avec aussi la question de qu'est-ce qu'on fait d'un point de vue féministe sur la notion de victime. C'est-à-dire que on a lever le voile et on a une vraie lucidité sur l'état psychique des choses, parce que la question, ce qui lie peut-être féminisme et santé mentale, en fait, ça serait peut-être aussi un peu là, c'est que on est lucide, on voit clair dans les âmes, dans les cerveaux, dans les cœurs, et on se rend compte qu'effectivement les prédateurs sont dans la punité la plus totale, même quand ils sont archi-désignés, et que toutes les 7 minutes il y a une agression sexuelle ou un viol. Les chiffres sur une fille, sur combien il y a eu droit, sont vertigineux, et tout le monde sait, tout le monde a parlé, femmes comme hommes. Qu'est-ce qu'on fait avec une société où la moitié des personnes, peut-être un peu plus de la moitié si on prend les personnes sexisées, sont des victimes en fait. Et on peut plus être dans le déni non plus de l'état psychique de ces personnes. Donc en fait la réparation va de pair en fait. Je crois, ouais. Et la notion de réparation, en fait, elle me semble fondamentale. Tu t'as fait relire Pauvre folle par une psychologue, j'ai entendu. Pourquoi t'avais ça ? Pourquoi c'était important ? C'était important pour pas qu'il y ait d'erreur. C'est-à-dire que moi, j'ai pas fait psycho. J'ai lu beaucoup et j'ai beaucoup de pratiques en tant que sujet et de bonnes copines Mère Castor. Mais le mécanisme du déni, ce que je peux dire en blague sur la forclusion ou des choses comme ça, je voulais qu'une vraie professionnelle vérifie bien que je faisais pas une citation de Lacan détournée mal, enfin voilà, que c'était pas du mal faire, et voir aussi si parce que j'ai légèrement transposé à certains endroits pour le mécanisme psychique, à part le déni dans lequel je nageais, le crawl avec délice, et donc du coup il fallait que j'ai quelqu'un qui soit pro et qui vérifie. Oui, bah c'est comme faire relire, enfin on a des consultants quoi. Une vérification scientifique de ce que tu disais. Ouais. C'était nécessaire puisque ça décortique les mécanismes du déni entre autres. Il y a un autre endroit où je trouve que dans ton livre t'expliques le lien entre féminisme et santé mentale, c'est que on a une héroïne, donc Clotilde, toi en pierre, qui devient folle à cause d'un homme. Et il y a aussi cette idée, cette dissonance cognitive entre, c'est une femme féministe, accomplie, talentueuse, écrivaine, qui a une vie sociale, créative, etc. à elle, et qui néanmoins perd tout sens, toute boussole rationnelle, tout sens commun à cause de l'amour
Bah le truc il est, et puis bon, en plus elle le prend gay, comme ça complique pas les choses, c'est ça qui est pratique. Mais en même temps, est-ce que quand on est au stade de la misandrie la plus ultime, trouver un hétéro déconstruit est quand même à 50 ans excessivement complexe si on n'est pas une cougar. Donc elle ou je, mais le gay est peut-être la forme la plus sexy finalement pour l'homme cis. De l'homme cis, oui. J'adore cette phrase. Non, mais tu racontes aussi quelque part, comment dire, je pense qu'il y a aussi un autre endroit où le féminisme nous amène à sa réflexion. Ça fait quand même un petit moment là qu'on gueule et qu'on est nombreuses à gueuler. Dans Mes bien chères sœurs, tu disais, venez, on dit toutes badaboum en même temps quand on se prend une grosse remarque sexiste dans la gueule. Je trouve qu'on l'a bien fait, on a été bien coordonnés, quoi. On a formé un joli cœur et on a bien dit badaboum, mais on n'a pas l'impression que les choses changent énormément, en fait. C'est niveau pédagogique, déjà, c'est difficile de pas faire un burn-out. Voilà. Parce que, en fait, le problème, c'est en dehors de l'impunité des gros prédateurs épinglés qui continuent de se promener tranquille le chat alors qu'il y a des plaintes dans tous les sens. Il y a aussi le fait que, mais après c'est un truc générationnel aussi, ça. J'ai 50 ans et je suis en contact majoritairement, à part avec mes trentenaires adorables, avec des gens de mon âge, et les mecs de mon âge sont quand même très majoritairement problématiques. Et il y a une forme d'épuisement quand on entend les purple fuckers surtout. Alors ça c'est vraiment la sale race. Le purple fucker, j'avais jamais entendu cette expression. Le baiser de féministes. Ouais. Et quand ça parle, parce qu'au bout d'un moment, ça peut pas s'empêcher d'être quand même un petit peu paternaliste et condescendant, parce qu'au bout d'un moment, le vernis craque et là, on me regarde en me disant, mais tu sais, la clé de voûte, en fait, c'est le jour où les hommes vont vous soutenir dans la rue, parce que sans les hommes, vous pouvez pas y arriver. Et je suis fatiguée, en fait. Je suis fatiguée. Rien lâcher, c'est nécessaire, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, ça rend dingue, ouais. Ça rend dingue. On est face à du déni en face, hein. Et je pense que pour les plus jeunes, oui, ça va se faire et ça le fait. Ceux qui devaient se déconstruire se sont déconstruits, j'ai envie de dire, dès l'arrivée de MeToo. C'est à l'arrivée de MeToo que les vrais mecs bien, en gros, ont fait leur examen de conscience en se disant merde, est-ce que j'ai pas été relou? Est-ce que j'ai pas été putschy? Est-ce que le consentement était vraiment là? Quand j'avais 16 ans, se dit l'homme qui en a 50. Enfin, je veux dire, cet examen profond je me regarde dans le miroir et j'ai peur de m'y regarder. Ils sont déjà touchés. Et les autres, le miroir, ils en ont rien à foutre, hein. Mais juste rien à foutre, parce qu'ils ont rien à y gagner dans cette déconstruction. Du coup, c'est difficile de se dire qu'on va arriver à la delphité tranquille le chat. C'est difficile de se dire que c'est pas un petit peu la guerre quand même. Et avec aussi le problème des conservatrices, c'est-à-dire qu'il y a aussi en plus dans ce combat pour la déconstruction totale un problème de collabo. Appelons un chat à un moment donné. Désolé pour la sororité, mais c'est vrai qu'à un moment donné, ça coince. Ça coince quand j'ai une femme en face de moi qui me tient des propos qui sont vraiment des propos misogynes, et sur le fait, en gros, que notre place est... Alors, pas à la cuisine, on est en 2023, mais que, grosso modo, on exagère vraiment. Quand la phrase du « le féminisme, je suis pour, mais » sort de la bouche d'une femme, c'est d'une violence folle. Et à déconstruire, c'est pas plus aisé qu'avec un quinquas non plus, quoi. Ouais. Donc, on arrive à un stade un peu d'épuisement, mais ça infuse quand même. Et les publications, quoi. Voilà. Les livres, je trouve que c'est la plus belle réussite des féministes ces dernières années. Qu'est-ce qu'on a foutu comme livre sur les rayonnages des librairies? C'est des outils. Il faut que ce soit des outils. Donc maintenant, il faut que ça fasse son chemin dans le quotidien. Et sur les jeunes générations, oui, c'est sûr. Après, comment est-ce qu'on réussit
à faire comprendre aux anciens et aux anciennes que le monde d'avant est insupportable. Quand c'est des gens qui s'y épanouissent, c'est difficile. Ça me fait penser en fait à la métaphore du train de ton livre où on a l'héroïne qui est en train d'entreprendre un grand voyage vers l'Est et qui est en train de décortiquer son cerveau sur la tablette du TGV, et à l'extérieur, c'est l'apocalypse. À l'extérieur, le monde s'effondre. Et ce que tu viens de décrire, je trouve que ça ressemble à ce qu'on est nombreuses à vivre, c'est-à-dire qu'on travaille sur nous, on essaye de progresser, on tente de s'améliorer, on apprend la communication non violente, on va voir des psys, on éduque nos gosses correctement. Et en fait, dehors, le monde s'effondre, c'est l'apocalypse climatique, les montées du fascisme. Ça, c'est encore une fois quelque chose qui crée une forme de dissonance quasiment insupportable. Clairement, c'est difficile de se battre en ayant l'épée de Damoclès du backlash lié au présidentiel, par exemple. Enfin, moi, ça m'effraie beaucoup. C'est vraiment le fascisme qui me fait peur. Mais en attendant, en espérant qu'on trouve une solution collective d'ici là, et qu'il n'y ait plus de rassemblement néo-nazi devant le Panthéon. Enfin, moi, ce que j'adore, en fait, aussi, c'est ça, c'est qu'on s'est taxé de féminazie, n'est-ce pas, hein, tout un peu ultra va être féminazie. Par contre, on va parler de l'ultra-droite fiché S pour des gens qui ont des brassards avec des croix gammées. J'adore le féminisme magique de ce pays, c'est merveilleux. Mais non, mais c'est le féminisme qui rend l'air respirable en ce moment. C'est le fait de voir qu'on épingle, à défaut de les faire tomber, des prédateurs les uns après les autres. C'est aussi dans l'espace public le fait que maintenant les frotteurs, les siffleurs, les emmerdeurs, les relous se font quand même collectivement mettre en place de plus en plus. Ça marche. En soirée, les sorties de route, on dit pas badaboum, mais on recadre. Ouais. Et quand il y en a une qui recadre, l'autre déboule. Même si elles se connaissent pas. Et ça, bon voilà, donc il s'est passé des trucs. Il se passe des trucs. Juste, c'est en rhizome, c'est pas toujours visible, c'est par petites touches, mais moi je crois que c'est quand même pas la même oxygénation globale qu'il y a 5 ans en arrière. Pourquoi tu as choisi ce titre pour ce livre, Pauvre folle? C'est aussi un peu ce qu'on nous dit à nous, féministes. Ouais. C'est à la fois... C'est la récupération de l'insulte, en fait. Évidemment. Ouais. Bah, au même titre que dans le livre, le gay se dit PD en revendiquant fortement le nom. Bah, ouais, c'est une insulte qu'on entend de la part des boomers plus que des quinquas ou des jeunes, mais... Ouais, pauvre folle. D'ailleurs, on avait... c'est une radio canadienne québécoise, je pense, qui avait détesté le cœur synthétique, et dans le titre, c'était l'histoire d'une pauvre folle. Ouais. Dans Ophélie. Là, je contrôle presque tout. Enfin, en tout cas, en société, et même avec mes proches, je contrôle presque tout. Bravo. Ça a été un boulot pas possible, parce que quand j'avais la vingtaine, je cassais les objets et je tapais les gens. À la trentaine, je criais comme une truie qu'on égorge. À la quarantaine, je rendais dingue. Enfin, je veux dire, je renversais le truc, j'avais des colères froides et j'étais méchante. Et maintenant, ça va. Et j'ai la jambe qui tremble un peu avant de quitter l'appartement. Et je peux avoir des petites phobies sociales. Bon, je peux toujours pas vraiment bien prendre le métro sans que ça soit pas très 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 compliqué. Mais je peux avoir un inconnu qui me touche le bras dans une soirée sans que ça me fasse littéralement péter un boulard. Et ni avoir des petites sorties de route où j'ai l'impression que les gens se moquent de moi, ou
Donc ouais, non, c'est cool. Je vois plus mon père dans le couloir, tout ça. Non, franchement, franchement, ouais. Mais 6,5 quand même, parce que oui, il y a un certain nombre de trucs où. Alors j'ai pas des tocs, moi. C'est plus des pensées obsessionnelles. Qu'est-ce qui t'a le plus aidé à aller mieux? En vérité, la molécule. Ouais. Ouais. Je peux pas nier. Hein. Moi, j'ai une pathologie où les neurotransmetteurs sont vraiment en cause. Et du coup, la chimie, ouais, la chimie. Mais même si je t'ai entendu, il y a un texte où tu as cette expression tellement belle, parce que tu as été médicamenté très tôt, dès ton adolescence. Oui, avec mes premiers Lexo, j'ai 13 ans. Mon premier quart de Lexo, j'ai 13 ans. Et du coup, je découvre la défonce. Yeah. Ouais. Puis à 13 ans, en plus, comme on n'est pas totalement fini, le cortex préfrontal, il n'est pas totalement finalisé, quoi. Ça doit être sympa quand on est qu'émotion. Du coup, on est la découverte de la liquéfaction dans le cotonneux. Waouh! Résultat, j'ai un Lexomil autour du cou en argent, comme une petite alcoolique anonyme. Ah waouh, j'avais jamais fait attention à ce pour bijou. me rappeler que ça, on a arrêté. Ah. On a arrêté à la trentaine. Ah, c'est quand même long. Plus de 15 ans sous l'exo. Ah ouais, il a fallu que j'arrête parce que j'étais devenue toxo, Lexo et au Xanax, enfin au benzo, quoi. Mais toxo de chez toxo. Puis je polarisais, donc je m'en enfilais des quantités phénoménales. Ouais. En fait, j'essayais d'en venir à cette expression. T'as écrit dans un texte, je l'ai noté quelque part, je me rappelle plus du titre du texte, où tu dis « J'ai les souvenirs comme ajourés ». Ouais. Bah ouais, mais ça c'est les benzodiazépines et le Stilnox aussi. Le Stilnox hypnotique à ne pas prendre quand on se lève, hein, parce que sinon on a des alus. Le Stilnox joue sur la mémoire d'expérience et d'expérience des copines aussi. Hein. Et quand tu parles, tu as parlé de TS, donc c'est les tentatives de suicide. Ouais. J'aime bien cette expression que tu emploies dans Pauvre Folle, et ça vient dans d'autres de tes textes, le raptus suicidaire. Ouais, mais c'est une expression clinique. C'est l'expression du moment où la pulsion, en fait, c'est le nom clinique pour la pulsion. La pulsion qui devient plus forte que tout et qu'emporte tout, en fait. C'est le stade après la pensée, en fait. Ouais. C'est le pourquoi est-ce que l'envie irrépressible de sauter par la fenêtre a saisi la personne. C'est vraiment ce truc tout puissant, en fait. Et c'est la raison pour laquelle j'habite jamais au-delà du 3e étage. Ça veut pas dire qu'il y aura passage à l'acte, mais ça veut dire que le passage à l'acte devient un sujet. Donc faut pas laisser la porte ouverte. Parce qu'en fait, ce que je trouve hyper, j'allais dire le mot courageux, je sais pas si c'est le bon mot, mais j'ai l'impression que tu as dépassé aussi une forme de honte. Ouais. Parce que moi, par exemple, j'ai déjà eu des pensées suicidaires, et t'es hyper exemplaire et t'ouvres la voie, en fait, parce qu'il y a beaucoup plus de gens qu'on croit qui ont ce genre de pensée. Et je pense que ça doit traverser fréquemment beaucoup de monde, quand même. Juste la possibilité, là pour le coup la pensée, pas la pulsion, mais de se dire c'est tellement insupportable que et si ça s'arrêtait. Et c'est aussi parce qu'on a le loisir de se poser la question du et si ça s'arrêtait, que du coup on peut temporiser le bordel, se remettre en perspective et se dire à soi-même, peut-être pas ferme ta gueule, mais bon, le verre n'est pas complètement vide, regarde. C'est nécessaire. Enfin, je crois qu'on a besoin aussi, c'est comme pour, je sais pas, un emploi, une histoire d'amour, se dire, et si j'arrête, il se passe quoi? C'est nécessaire de penser à si j'arrête. Et je sais pas, moi, c'est moins fréquent qu'avant, mais évidemment, ça revient avec les formes d'interdits à cause des liens que ça fait. C'est-à-dire que, justement, Eden Matin, Midi et Soir, le petit monologue sur le suicide que j'avais écrit, c'est... Il y a les pensées pour les survivants de Dans la fille, elle a la maladie de la mort, elle va se flinguer par autocombustion à la fin.
elle n'a pas d'appétence pour la vie, elle n'est pas faite pour ça. Et il y a un discours qu'elle tient à sa mère pour la déculpabiliser. C'est-à-dire qu'il y a aussi un moment donné où le suicide, c'est une affaire entre soi et soi. Et c'est pas contre. Si c'est contre, genre suite à un chagrin d'amour, un truc comme ça, là c'est un geste à la con. Mais je veux dire, la vraie souffrance insupportable et le passage à l'acte dans ces cas-là, je pense que c'est important qu'il n'y ait pas de culpabilité, enfin le moins de culpabilité possible chez les survivants, parce que c'est pas contre, c'est juste le mal de vivre de Barbara qui devient absolument insupportable. Je pense que je peux plus me permettre de passer à l'acte à cause d'une forme de contrat, qui est que j'ai pas d'enfant mais je suis marraine, j'ai un filleul. Et je peux pas décemment faire porter veuf en latin, ça venait de Veus ou je sais plus le mot latin, mais ça veut dire privé de. Et je suis en train d'écrire un nouveau texte et la fille hésite à divorcer parce que, et elle se dit qu'elle avait des pulsions suicidaires mais qu'elle passera pas à l'acte parce qu'elle s'est mariée et que du coup elle veut pas imputer un statut social à quelqu'un, et le priver d'eux, quoi. Et ça peut paraître absurde, mais c'est vrai que j'ai la sensation, en étant marraine de ce petit garçon, que j'ai pas le droit, je sais pas, j'ai pas envie que cet enfant prononce la phrase un jour de ma marraine s'est suicidée. Je veux pas qu'il... Toi, en fait, je trouve que c'est admirable la façon dont tu as tout de suite assumé dans l'espace public, peut-être grâce aussi à tes doubles littéraires. Oui, la littérature m'a permis de pouvoir affirmer cette parole parce que c'était par la littérature et par un témoignage. Un témoignage, déjà, il faut avoir le culot de se dire que son témoignage va être utile, enfin qu'il a une portée, une force, une valeur. La littérature, il y a un travail avec. Donc, du coup, ça passe mieux. Mais je crois qu'on a un gros problème sur la notion de faiblesse. On a un énorme problème où la honte arrive hyper vite dès qu'on n'est pas performant, en fait. Et ça, au bout d'un moment, c'est juste plus possible. La raison pour laquelle une partie de la population qu'on aurait besoin se fait pas traiter, c'est parce que on va pas chez le psy, on va pas prendre des médicaments, on n'en est pas là. On peut s'en sortir seul. Et peut-être que c'est comme ça qu'arrive du coup un bon vieux raptus dans la gueule au moment où on s'y attend le moins. Ouais. Je pense que c'est juste intolérable d'être dans une société où si on prend un antidépresseur, on est faible. On a loupé un truc. Dans Pauvre folle, je prends l'image de la béquille tout le temps parce qu'on nous dit toujours la béquille, j'ai pas besoin de béquille. Bah moi c'est un exosquelette, quoi. On m'enlève mon médoc, je sais que je zinzine. Mais c'est parce que c'est une pathologie pour les états dépressifs qui sont des épisodes, des traversées. Il y a plein de personnes qui vont... Je parle même pas des gens qui sont dans le déni d'une pathologie, hein. Vraiment juste une dépression explicable par des faits et pas un truc pas une mélancolie sourde. Eh ben, il y a quelque chose de dépréciatif pour eux dans l'acceptation de l'État, quoi. Et les burn-out aussi. C'est hallucinant. Les gens qui sont on m'a dit que je faisais un burn-out, mais on prend rendez-vous pour la fin du boulot dans 15 jours. Bah non, tu vas être en arrêt. Donc au secours. Mais le burn-out, on est dans le déni parce que c'est pas possible, on peut pas être faible. Ça renvoie à cette là. Faible qui vient de flébilis, digne d'être pleuré. D'où la honte, en fait. Si on est digne d'être pleuré.
c'est que on est dans un bien piteux état. Est-ce qu'on a envie d'être dans un piteux état ? Je suis pas sûre. Et c'est là que ça rejoint encore une fois la pensée féministe aussi, c'est-à-dire qu'on peut complètement, si ça pose problème, la faiblesse et la vulnérabilité, c'est qu'on est dans un monde qui valorise l'érection, quoi. Oui. Et ces vies pleurables, finalement, c'est une bonne chose d'être pleurable. Ça fait penser aussi à Judith Butler, quoi. Ouais. Donc en fait, en revendiquant aussi ses faiblesses et ses vulnérabilités, on fait un acte féministe. Je pense que tu as raison. J'y avais pas pensé comme ça, mais oui, c'est bien la continuité. C'est logique, c'est logique. Logique est nécessaire. Ouais. Je venais chercher une forme de validation aujourd'hui chez toi, Chloé. Merci. Il y a un aspect que je voulais aborder avec toi, que je ne veux pas oublier, c'est l'humour. C'est ça aussi qui est super intéressant, et on l'a bien senti dans notre entretien, c'est-à-dire t'as beau traiter de sujets difficiles, de violences sexistes ou de santé mentale, il y a toujours l'humour. L'humour, c'est un ingrédient en fait nécessaire à la réflexion sur la folie. Enfin, comme si la personne qui rit, c'est le fou, c'est la sorcière. Et t'as toujours utilisé l'humour. Qu'est-ce qu'il est venu apporter dans ton approche ? Disons que au début, sur les premiers livres, c'est quand même beaucoup sur le roman familial, donc des situations un peu suffocantes. Et la blague permet de pas suffoquer pour le coup. Et puis après, c'est des trucs de caractère. En vrai, dès que je suis un peu à l'aise, je fais quand même assez spontanément l'andouille. Donc, je pense que c'est ça. Mais le frontal, oui, si on prend très concrètement, par exemple, cette histoire de culture du viol, on a essayé en frontal. Il y a des essais, je veux dire. Est-ce que ça fait vraiment bouger ? Les filles sont encore plus au courant qu'avant. Les déconstruits sont effrayés par leur engeance. Et les non déconstruits en ont strictement rien à carrer. Donc je me dis que, je sais pas, si on fait un roman blaguesque avec des bites qui explosent, peut-être que là, ils vont s'interroger un petit peu plus avant en se disant, mais elles en sont là, ouais, on en est là, quoi. Donc, je sais pas, le grand guignol et les blagues, ça me paraît plus efficace souvent. Et tu prends aussi, tu te mets dans la lignée de Valérie Solanas. Oui. Comme Manifesto, c'est le texte le plus misandre du monde, et en même temps, c'est bourré de blagues, quoi. Oui, Solanas, c'est ma chouchoute pour ça. Mais c'est aussi un truc très français, l'esprit de sérieux, quoi. En général. En plus, là, en littérature, on est bien servi, dans le milieu de l'édition, l'esprit de sérieux. On se croirait presque à la fac, quoi. Ouais. Mais pourtant, j'ai l'impression que t'es de mieux en mieux comprise par ce milieu. Est-ce que t'as cette impression aussi ? Ouais. C'est bizarre, hein. Je suis au jury du prix décembre. Je suis dans le comité de lecture du Seuil. Enfin, ouais, c'est assez rigolo. C'est assez rigolo parce que je les fais chier avec mes textes bizarroïdes que je veux défendre quand même. Et ça marche pas toujours, mais bon, des fois ça passe. Et puis ouais, ils ont pris la Frix dans le groupe. Tu crois que c'est parce que t'as quand même calmé la folie que c'est plus possible ? Ouais, parce que j'aurais été en incapacité de tenir un comité de lecture en restant assise sans péter un boulard. Et quant au jury de prix, non, il faut, on est obligé d'être assez stabilisé, on va dire. Déjà que la fois où j'ai pas réussi à faire passer Laura Vasquez, je suis rentrée en pleurant, donc. Oh non! Donc je suis pas encore complètement aguerrie, quoi. Ouais, ça te prend encore une vague, quoi, émotionnelle. Ouais, tu le mets pas à distance. Oui, j'ai un problème de distance très très net. Ouais. J'adore, j'ai une phrase que t'as dite que j'adore, t'as dit j'ai du mal avec le réel. Ouais, c'est pour ça que je suis autant de pétard. Hein. Allez, le cannabis, on n'y était pas encore. Non, mais il y a un problème, de ressenti qui est trop vif, on va dire, qui est beaucoup trop vif. Ouais. Alors au final, avec le recul, on t'a parlé des médicaments, mais ça a été quoi la meilleure de toutes les thérapies ?
Non, je suis obligée de... L'écriture n'est pas une thérapie. Ah, je m'attendais à ce que tu dises l'écriture. Non, parce que ce qui est valable en autofiction, dans mon cas, avec les doubles, etc., est pas... il faut pas engager les gens en leur disant « Votre trauma fera un bon livre ». Ça serait une terrible erreur, et c'est à cause de cette terrible erreur et des manuscrits refusés que des gens vont encore plus mal derrière. Et pour avoir longtemps pratiqué les ateliers d'écriture, en pratiquant encore, c'est une solution à très court terme, et la littérature n'est pas faite pour ça en fait. Donc ce qui a été la thérapie la plus utile en vérité, c'est les quelques années où j'ai pu avoir une fois par semaine ma super médecin à Sainte-Anne. Pendant combien de temps tu l'as vu ? 8-9 ans. Ouais. Après j'ai changé de secteur et du coup puis j'en avais moins besoin. Maintenant je m'en sors avec juste les médocs sans voir personne. 2 petites séances par an pour vérifier si tout roule. Des petits appels, des fois en rab, quand il a fallu être un peu trop sur papa, maman, la bonne et moi, et du coup, petite sensation de ne pas être complètement seul dans la pièce, qui est signe qu'il faut très vite agir. Mais non, c'est très différent. Mais ce qui est chouette, c'est de voir que la pathologie évolue en bien, enfin que ça se cadre, qu'avec du boulot, on arrive à dompter. Et surtout que même en des temps, bipolaire jusqu'au trognon, j'arrive à avoir une vie sociale et à bosser, quoi. Ouais. Donc, ça, c'est plutôt une lueur d'espoir. Mais puis au même titre qu'un névrosé de base va être plus tempéré avec l'âge, normalement. Je pense que pour des pathologies avérées, c'est un peu pareil, parce qu'on se connaît mieux, on la connaît mieux, on l'accepte mieux, on la voit venir aussi. On la voit venir, on n'écoute pas toujours, mais on voit venir. Ouais, c'est marrant quand tu disais on la connaît mieux, je voyais aussi toutes ces colloques que tu convoques, Ouais. quoi, quand tu fais venir la Clotilde, ou Chloé, l'enfant intérieur, la petite fille traumatisée en toi, l'adolescente survénère Ouais. en toi, toutes les différentes manifestations de ton être arrivent à communiquer entre elles aussi. Oui, c'est... On les connaît mieux, c'est on les nous-mêmes. connaît mieux, c'est bout de soi, et puis on arrive à justement à plus être scindé, à plus être clivé, à faire corps, à amalgamer et à devenir un tout cohérent, enfin on espère. Tu dis que l'écriture n'a pas forcément été la meilleure des thérapies. En revanche, je me pose la question, est-ce que tu aurais pu faire un autre métier ? Est-ce que c'est pas le métier idéal aussi ? C'est le métier idéal, oui, non, il y a un truc important, c'est que non seulement ça guérit pas, mais des fois ça creuse. Ça creuse tellement que ça fait empirer la douleur. Et c'est pour ça que, non, je crois que s'il y a mal-être, il faut aller voir une personne dont c'est le métier. C'est clair, quoi. Enfin, je suis hyper pro-psychiatrice qui peut, ce qui me vaut des fois des conversations un peu rugueuses en société, mais on dit qu'il faut faire du yoga et que ça suffit, boire de l'eau. Et que bipolaire est un terme à la mode. L'écriture peut creuser la souffrance. C'est pas non, mais de toute façon la pratique de la littérature est pas quelque chose. Enfin, ça nécessite de creuser en soi jusqu'à se faire mal. Ça nécessite de la rigueur. Enfin, c'est pas. Moi, je préfère être dans Word que dans la vraie vie, mais être dans la vraie vie est une immense souffrance. Donc, du coup. Passer des heures dans Word me convient bien. Effectivement, c'est peut-être le seul métier que je pouvais faire. Même par rapport au quotidien, à la vie, Oui. ça te demande pas d'aller dans un bureau voir des gens tous les jours, parce prendre le que métro. Ça s'est toujours très très mal passé. J'ai souvent fait des tentatives de suicide qui étaient liées aux petits jobs que j'avais quand j'étais étudiante. Tellement la souffrance d'être au contact de la vie de bureau et mais c'était vraiment très 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 difficile. Je peux avoir mes horaires qui sont complètement inversés. Je travaille la nuit, je finis à 6-8 heures du mat, je sors pas de chez moi pendant des fois 5 jours. Ouais.
je peux faire l'andouille sur scène au moment de faire la restitution des lectures, mais en même temps, c'est devant des gens, mais tout le monde me touche pas le bras. Enfin, c'est très très pratique. J'ai trouvé le métier adapté, effectivement. Un métier aussi où effectivement on touche on parle à énormément de gens, un public vaste, tout en étant très seul. Ouais. Ça, c'est agréable pour toi. C'est l'idéal. Je communique quand même. 2 fois que t'emploies ce terme. Attention, Chloé. Attention, je vais finir par faire HEC. Mais je suis pas obligée d'être avec les codes sociaux. Il y a que pendant la rentrée littéraire un petit peu où il y a 2-3 soirées où c'est bien d'être pour le boulot, quoi. Mais pour voir les gens du travail que je vois pas sinon. Mais j'ai 0 obligation sociale et j'ai pas d'horaire et surtout j'ai pas d'hiérarchie parce que j'avais un très gros, j'ai un énorme problème avec le fait qu'on me donne des ordres en fait. J'ai un trouble oppositionnel. Mais de folie. Mais c'est l'horreur. C'est même pas être rétive, c'est complètement péter un plomb, quoi. Je vais sortir Foucault et le biocontrôle et le biopouvoir pour un oui, pour un non, quoi. Dans le couple, c'était pareil, d'ailleurs. Hein. Je supporte pas qu'on me commande. Et là, j'ai 13 ans et je peux pas recevoir d'ordre, en fait. Enfin, ça se passe toujours très, très, très mal. J'ai giflé la directrice d'une agence bancaire quand j'étais petite où je travaillais. C'est dire comme j'étais petite et j'étais pas médicamentée mais j'étais tarée et ça me fait c'est déjà les corrections du manuscrit il y a peu depuis le temps mon éditeur il y a 4-5 trucs en jaune de tournure quand il me dit qu'il pige pas la métaphore ou que la phrase est mal tournée, j'ai l'impression que je vais tomber dans les pommes ou faire une descente d'organes, quoi. Ça, je prends très mal et je sais que ça c'est le premier mouvement. Après, comme je sais qu'il a raison, mais je peux pas m'empêcher de crier dans la maison. Là, j'ai fait les corrections de Fallers avec ma préparatrice Patricia hier. Quand j'ai vu la page constellée et c'est normal, il y avait des redites, c'est normal. Oh là là, c'est comme si on me tapait. C'est compliqué. Ouais. C'est quoi? C'est une sensation d'abandon, de rejet, de désaveu Une sensation d'avoir mal fait, déjà. Donc, le circuit de la récompense est inversé et ça se passe pas bien. Et puis que on va me forcer à faire un truc. Même si c'est mieux, mais je suis obligée. Et alors là, être obligée c'est waouh, ça se crispe dans le corps, quoi. Comme une ado de merde, antisociale, tu perds ton sang-froid. Ah ouais, elle-même, ce personnage que t'as hyper bien dépeint dans Pauvre Folle. On en a toute une en nous, plus ou moins vénère. Je crois. Et en cas de crise, est-ce que tu as une espèce de boîte d'urgence que tu peux ouvrir où tu sais que tu vas trouver un apaisement plus ou moins efficace et immédiat? J'écris dans un premier temps un truc qui sert à rien, qui est hors contrôle. Si en ayant posé le mal-être à travers une cystique totale qui va me servir pas à grand chose, c'est pas épuré, j'appelle les copines. Et en fonction du type de débordement qui s'avère, je sais qui appeler. Il y en a une qui est meilleure sur les trucs d'angoisse, il y en a une qui est meilleure sur la parano quand elle arrive. Ouais. Mais de manière générale, comme j'ai Lydie Salvert tous les jours au téléphone, et que Lydie était pédopsie pendant très très longtemps, donc c'est une psychiatre en fait, Lydie Salvert. Lydie, je l'ai tous les jours vers 14h, donc une fois que je suis bien réveillée. C'est avec elle que je check en général. Merci beaucoup Chloé. Merci infiniment. Merci d'avoir écouté ce premier épisode de Folie douce avec cette invitée exceptionnelle, Chloé Delhomme. C'était un épisode très particulier. J'espère que vous n'êtes pas trop secoués, même si j'espère que cela a déclenché chez vous plein de réflexions passionnantes. Si vous ressentez une détresse psychique, si vous n'allez juste pas très bien, n'hésitez pas à contacter un professionnel de la santé mentale.
Votre médecin généraliste peut vous rediriger et vous pouvez aussi appeler le numéro national de prévention du suicide, le 31 14. Surtout, parlez-en. Ne restez pas seul. Il n'y a pas de honte à aller mal, ça arrive à tout le monde et ça m'est arrivé. Prenez soin de vous et prenez votre temps. Folie douce est un podcast créé, produit et animé par Lorraine Bastide. Production, Marie-Laurence Chéry, assistée de Agathe Sado. Réalisation et mixage, Marion Emery. Prise de son, Laurie Galigani. La musique est une création originale de Irma et les visuels sont signés Louison Colom. Merci infiniment à Morgane Noam, psy engagée, pour ses conseils et sa réécoute exigeante. Folie douce, c'est un podcast que je produis grâce à la publicité, mais aussi grâce au soutien de mes auditeurs et auditrices. La meilleure façon de m'aider à continuer, c'est de vous abonner à la version payante de la newsletter de Folie douce, dans laquelle je vous conseille 2 fois par mois des livres, essais ou fiction, récents ou non, qui parlent de santé mentale et où j'interviewe leurs auteurs et autrices. Vous y trouverez aussi des petits billets avec des conseils et des blagues et des recommandations de podcasts, articles ou films. Vous pouvez évidemment aussi vous abonner à la version gratuite pour être tenu informé de toutes les sorties d'épisodes. C'est hébergé par Kessel, le lien est dans la description de l'épisode et sinon vous tapez Folie douce par Lorraine Bastide.